l'Assemblée délibérante de solliciter les fonds de concours à hauteur de 50% auprès de la communauté et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions? Oui, Madame le maire, si vous me le permettez. Pour le point numéro 4, c'est des chemins communaux privés, des chemins communaux publics. Il s'agit essentiellement de chemins communaux publics. D'accord. Et comment vous faites pour choisir Bicouche ou Enrobé? Ça dépend quels sont les chemins et comment ils sont circulés. En fait, je prends l'exemple du chemin de Saint-François, par exemple, à partir de l'endroit où il y a les chiens, là. Je ne sais pas si ça s'appelle encore le chenil, enfin il y a des chevaux aussi. Donc, cette partie-là jusqu'à la route qui va sur Gardanne, effectivement, elle sera faite en enrobé. Le chemin de la Grande Bastide et de la Bastide-Neuve, ça sera fait en enrobé aussi. Les autres, en bicouche. D'accord. Mais avec une structure normale, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'enrobé sur rien. Non, non. On le fait sur le chemin actuel. D'accord. La question était sur le choix des chemins et puis la visibilité sur du pluriannuel sur les 3-4 ans à venir, sur l'ensemble des chemins qui sont dans la liste des réflexions et puis quels sont les critères pour déterminer que c'est cela qu'il faut faire en 2015. Tout simplement, on ne compte pas les trous. On va essayer de répondre dessus. S'il fallait compter les trous, c'est vrai qu'on y perdrait son matin. Mais c'est vrai que les chemins, petit à petit, nous les refaisons tous. Et depuis que nous sommes arrivés en 2001, il a été fait un certain nombre de chemins. Donc il y en a qui ont été faits très rapidement parce qu'ils étaient dans un état très demandeur de goudron. Et là, aujourd'hui, on commence à faire des chemins qui sont plutôt de seconde, si on peut appeler ça de seconde zone, mais de seconde utilisation, hein, comme le chemin de Saint-François ou l'impasse d'Ormy. Oui, j'avais une question sur les véhicules électriques. Là. Donc c'est des véhicules qui vont être à usage pour les services techniques. Oui, il s'agit effectivement, ça va être un grand moment effectivement pour la commune, effectivement qu'on va se doter effectivement de 2 véhicules électriques, c'est un moment qu'on attend ça. Mais on n'avait pas envisagé l'achat tant qu'on n'avait pas une nécessité par rapport à la vétusté de certains véhicules, donc là le moment est propice, et surtout le moment est propice par rapport aux subventions, puisque ces véhicules électriques peuvent être subventionnés à hauteur de 80%, en partie par la communauté de Pays d'Aix et en partie par le Conseil général. Donc il s'agit effectivement de 2 véhicules pour les services techniques, il s'agit de 2 kangours, une 2 places et une 4 places. Voilà. Concernant plus globalement les véhicules électriques sur FUO, est-ce qu'il est prévu de mettre en place des bornes, des choses comme ça? Et y compris dans les garages, je sais qu'il y a des demandes qui commencent à émerger sur les garages que nous, la commune, s'il y a moyen d'équiper des compteurs, des choses comme ça pour mettre en place des véhicules électriques. Effectivement, ça existe déjà, oui, au garage du Tube qui a été fait récemment. Il y a 2 places à l'air libre qui sont équipées de prises pour charger les voitures. Et puis il y a 2 garages qui sont équipés de prises pour charger les voitures aussi. Et nous allons faire dans d'autres garages, comme le garage Saint-Roch, la mise en place de prises pour les personnes qui ont des véhicules électriques également. Et ça marche comment? C'est une demande vous avez prévu de le faire sur l'ensemble ou c'est un déploiement petit à petit? Pour l'instant, on y va, on va dire petit à petit. Hein. En fonction des demandes. Je pense que ce n'est pas la totalité des garages qui ont besoin de ça. Mais comme on a des remontées de temps en temps pour des gens qui ont des véhicules électriques ou qui vont en avoir un, c'est vrai qu'on les installe petit à petit. Au dernier relevé effectué par la CPA, il y aurait 5 véhicules électriques qui tourneraient sur la commune de FUO individuelle. Voilà. Mais à titre gratuit ou moyennant? Ah non, là, effectivement, sur le tube, effectivement, il y a une carte qui t'a Non, mais pas la recharge, la pose des prises, la recharge. Ah non, là, c'était dans le cadre du marché. Là.
au niveau du tube, c'était dans le cadre du marché public. Par contre, dans les bâtiments qui existent déjà, on rajoutera une prise où on augmentera un petit peu le loyer qui sera servi tous les mois. De l'occasion aussi pour indiquer que la communauté du Pays d'Aix subventionne à hauteur de 250 €, je crois, pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique pour les particuliers. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, nous pouvons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? La 3.5. Annulation d'une participation pour voirie réseau parcelle BB numéro 30. Voilà, donc c'est une PVR qui est un petit peu particulière, hein, puisqu'en date du 1er décembre 2008, la commune a instauré une participation pour voirie et réseau autour de la création de la voie nouvelle Bain de Souda et chemin de la Roque-Martine. L'ensemble des parcelles situées de part et d'autre de la voie, dans la limite de 100 mètres, et devenues constructibles, ont fait l'objet de PVR. Ainsi, la parcelle BV30, située dans ce secteur, qui a fait l'objet d'une déclaration préalable de division en vue de construire, a été impactée. Possibilité de construction 761 m² de surface de plancher. Montant de la PVR 44 744 € à régler en 2 échéances. Le premier acompte de 50% à verser 12 mois après l'obtention de l'autorisation et le solde de 50% à verser 24 mois après. Il est aujourd'hui proposé à l'Assemblée délibérante d'annuler et de rembourser aux pétitionnaires concernés la PVR, participation pour voirie et réseau, prescrite sur la déclaration préalable de division de la parcelle BV30. En effet, cette déclaration préalable est devenue caduque et ne pourra être mise en œuvre. Si un nouveau projet de construction sur cette parcelle est déposé, une nouvelle PVR sera prescrite proportionnelle au nombre de mètres carrés. Donc il est proposé d'annuler et de rembourser aux pétitionnaires la participation pour voirie et réseau sur la parcelle BV30 et d'autoriser Madame la maire à signer tous les documents nécessaires. J'ai lu la délibération exclusivement parce que c'est quelque chose qui est quand même assez pointu. Voilà. Vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est caduc? Alors, dans ce secteur-là, il y avait un aménageur qui s'était intéressé à une parcelle, hein, à qui il achetait à la famille Vitalis, et cet aménageur a décliné l'offre, d'accord, et aujourd'hui la famille Vitalis est un peu embêtée pour régler cette PVA. Donc nous sommes entendus de lui régler, de lui retourner la PVA, d'accord, et en cas de... c'est pas un cas, on a déjà encore un aménageur qui va s'intéresser à cette même parcelle et c'est lui qui va prendre en charge la future PVA. Est-ce que j'ai été assez clair? Le suivant, là, il est toujours en place. Il va acheter la parcelle? Oui. Et en tant qu'aménageur, il paye la PVR. En tant qu'aménageur, il passe un compromis, mais c'est lui qui va prendre en charge donc, le paiement de la PVA, parce que le premier aménageur, d'abord le premier aménageur est mort, et son associé n'a pas les moyens pour réaliser le projet. S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, encore urbaniser le travaux. Dernière, vente de parcelles BB 208 et BB 209 au chemin des mines qui a mis en place la télé
du 27 février 2012. Alors, je ne sais pas si je vais vous la relire parce qu'elle a été faite plusieurs fois. C'est quelqu'un qui vend son terrain sur lequel il a fait une division. Hein, vous avez le plan de division derrière. Hein, donc il s'agit de Franco Savas. Et donc c'est dans ce cadre-là que la délibération est modifiée. Et monsieur qui a signé le construction. On en est toujours là. C'est parce que le monsieur qui a construit sur la parcelle communale, on lui demande de récupérer le chemin, quoi, hein, puisque le chemin était tout droit. Voilà. Mais ça a été réglé auprès du notaire, c'est parce qu'il divise en deux parties. Y a-t-il d'autres questions? Nous passons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Encore Daniel, dénomination de nouvelles voies à la ZAD de la Fuchs. Voilà, c'est une délibération qui est très courte. Hein. Dans la ZAC de la Fuchs, située au route de Belcoden, il convient de dénominer la voie interne afin de doter les futures constructions d'une adresse permettant de les localiser. Donc vous avez un plan derrière. Vous avez un plan derrière. Donc moi je suggérais de réaliser de dénommer deux voies. Hein. Une voie qui descend directement vers les Rajoles, donc l'avenue des Rajoles, et puis l'autre qui va vers l'Albinote, donc l'avenue de l'Albinote. Madame Zay, si vous avez un autre mot, il n'y a pas de souci. Alors là, tu avais les montagnes. Donc là, c'est la manipulation que nous votons. Là. C'est pas ce qu'il a écrit ici. Non, c'est pas ce qu'il y a écrit. C'est pas ce qu'il a écrit, mais. Oui, mais il a tout changé, lui. C'est là qu'il dit. Alors, Il ne changera pas demain. Moi, je pense que c'est peut-être la meilleure des solutions. Donc, les Albinans, A-N, T-I, N-O, T-E. Donc, moi je suggère au conseil hein, d'appeler la voie qui descend vers l'est purement, hein, l'avenue des Rajoles, et puis celle qui va vers le sud, celle de l'Albinote. Voilà. Ces deux quartiers qui sont très près de la Fuchs et qui pourraient faire l'objet de noms d'avenue ou d'allée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Alors, l'Albinote, c'était un lieu où il y avait des mines à la fin du 19e siècle. C'est un lieu qui en fait, quand on remonte vers l'autoroute, là, ça s'appelle tout le quartier de l'Albinote. Oui. Ça s'appelle comme ça. Voilà. même voté. Juste, si Daniel suggère ces noms-là, on ne va pas les remettre en cause. C'est juste, je suggère juste de s'assurer, alors je ne sais pas qui le fait au niveau de la municipalité, de prévenir les, que ce soit la police ou je ne sais pas quoi, les pompiers, de la naissance de ces nouvelles rues. Je sais que pour en avoir discuté avec les pompiers, parfois ils s'étonnent de la création de nouvelles rues, impasses, des choses comme ça, avec des gens qui les appellent. Et il se trouve qu'ils ne connaissent pas forcément l'ensemble des noms sur lesquels on s'est mis d'accord en conseil municipal. Donc ce qui est intéressant, je ne sais pas qui le fait d'ailleurs au niveau de la... C'est moi qui le fais, puisque c'est moi qui signe tous les arrêtés. Donc il y en a entre 12 et 13, je crois, qui vont à la poste, aux impôts, enfin, aux pompiers. Aux pompiers aussi. Un peu de partout. Hein, chez Google aussi.
Je sais pas. Google, je sais pas. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir avec eux pourquoi, de ce fait-là, s'ils ont tous les arrêtés, pourquoi ils n'arrivent pas tout le temps à intégrer ces nouvelles voies, ou alors, je sais pas pourquoi. Ou c'est peut-être le temps qui, je sais pas, faire les papiers. Parce que comme je dis, c'est avant que ça remonte avec nous, ça pose peut-être un petit peu. Peut-être à faire une copie locale ou je sais pas quoi au pompier ici, parce que là pour le coup il me parlait de chemins qui avaient été créés 3 ou 4 ans avant, donc c'était pas. J'espère que le papier était pas parti en calèche à Marseille. Après, ça symbolise. Voilà, alors nous passons au vote. Qui est contre? Il y a 2 voix, mais on va voter ensemble. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci beaucoup pour la demande. Alors, séjour et mini-séjour 2015 pour les ados, fixation des tarifs, c'est Béatrice Mission qui nous en parle. Alors, c'est pour les séjours et mini-séjours 2015, donc pour les ados, et la fixation des tarifs. Il y a 2 séjours qui sont prévus, une semaine dans les Cévennes du 7 au 13 juillet. Les jeunes seront hébergés donc, au camping municipal de Mialet dans les gares, de Mialet, et un mini-séjour à la gare du 27 au 29 juillet, au domaine de Massacan. Chaque séjour sera proposé à 16 jeunes, accompagnés de 2 animateurs. Est-ce que vous voulez que je vous lise en lisant la totalité? On est d'accord. Les prix de revient prévisionnels par enfant de ces différents séjours. Le prix de revient du séjour de 7 jours dans les Cévennes est de 578 € par enfant pour le séjour. Le séjour de 3 jours à la garde, c'est 193 € par enfant et pour le séjour. La proposition de tarif de vente aux familles, comme on s'y était engagé, est suite à une proposition faite lors du comité de pilotage et après étude, afin d'harmoniser les tarifications de séjour ou week-end ado sur celles existantes des séjours 3-12 ans. Nous proposons donc une nouvelle tarification. 3 tranches de facturation pour les fuvelins et une facturation unique pour les familles hors commune. Le séjour de 7 jours, pour les revenus mensuels inférieurs à 3 000 €, 200 €, entre 3 et 4 500 c'est 275, supérieur à 4 500, 325 €, hors commune 360. Je vous passe le détail de tout le tableau. Modalité d'inscription, l'inscription au séjour. Pardon? Excusez-moi, non, je croyais que tu m'avais demandé un peu. L'inscription au séjour se fera à partir du 27 mai 2015. Comme indiqué dans le règlement intérieur des séjours adolescents délibéré en novembre 2014 dans l'article 2, chaque séjour fera l'objet d'une tarification spécifique fixée en conseil municipal. Etc. Ces séjours feront l'objet d'un cofinancement de la CAF. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver les tarifs présentés ci-dessus pour le séjour et le mini-séjour d'été 2015, de préciser que les bons et les chèques de vacances sont acceptés et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions pour Béatrice? Oui, j'avais 2 questions. La première concernant la tarification. Oui. On se réjouit de voir qu'il y a plusieurs tranches et que du coup c'est plus adapté aux revenus. Nous nous étions engagés, oui. Oui, par contre, on se demandait pourquoi vous n'avez pas fait le choix du coefficient familial et est-ce qu'il y a un gros écart entre le calcul au coefficient et ces tranches qui ont été définies et de quelle façon? Alors on a voulu se caler en fait sur les séjours des 3-12 ans, tout simplement. Et en comité de pilotage, effectivement, on a fait les différentes simulations qui ont été... honnêtement, il y avait très très peu de différences. Et du coup, le comité de pilotage a acté pour ce choix-là. Okay. Voilà. Donc il y a très peu d'écart entre les 2 calculs. Franchement, oui. Après, évidemment, vous pouvez avoir, quand vous êtes très en dessous des 3 000 €, oui. Mais à ce moment-là, il y a la CAF, vous savez, qui peut éventuellement prendre le relais, ou le CCAS. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes fixés sur ces séjours-là, enfin sur ces tarifs-là, pardon.
Ok, merci. En Et accord à l'unanimité dans le comité de pilotage. Oui, ok, pardon. C'est ça. Tout à fait. Ma deuxième question portait sur les modalités d'inscription et notamment sur les heures choisies pour l'inscription. Alors justement, on en a parlé lors du groupe de travail jeudi dernier. On a proposé différentes solutions puisque les services étaient complètement ouverts à toute proposition, parce qu'avant effectivement c'était à 7h30 le matin. Ça pouvait... alors il y avait à la fois le choix de l'heure qui était débattu et le choix du lieu. Parce que si vous faites ça un mercredi par exemple à Louvière, là où il y a le centre aéré, les parents peuvent être un petit peu, comment dire, heurtés, non pas heurtés, mais merci, favorisés parce qu'ils viendront chercher leur enfant un peu plus tôt et si on fait les inscriptions le soir, enfin, il y a eu pas mal d'échanges là-dessus. Donc le choix a été de se porter a priori sur 18h à confirmer à la maison pour tous, au Pige. Voilà. D'accord, parce que j'avais entendu, mais bon, sans confirmation, c'est pour ça que je pose la question, que c'était plus tôt et donc que ça posait, et que ça posait problème pour certaines personnes qui ne pouvaient pas être présentes et donc défavorisées. Non, mais c'est pour ça on se disait que, alors, on se disait qu'à 7h30 ça pouvait poser problème pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui ont d'autres enfants et qui ne peuvent pas forcément les laisser à la maison. Lever les enfants à 6h du matin pour aller inscrire les autres au séjour ado, c'est aussi pas forcément très confortable. Donc on s'est dit que c'était peut-être la solution, c'était 18h ou 18h30. C'est pour ça que je veux pas m'engager sur l'heure, mais ce sera certainement le soir pour que les personnes qui travaillent puissent s'organiser quand même au mieux. Voilà. Et par rapport à ça, je sais qu'il n'est pas autorisé de faire des réservations pour des enfants qui ne sont pas les siens, enfin, c'est-à-dire les siens plus d'autres. Mais est-il possible pour une personne qui ne peut pas se libérer d'envoyer quelqu'un en lieu et place, mais pour la seule famille et ce seul enfant, quoi? Bien sûr, oui, à partir du moment où on a la réservation, il n'y aura pas de problème. La première, c'est pour les 16. Pardon ? La première, c'est pour les 16. Ben non, justement, c'est ce qu'on veut éviter. Oui, c'est de ne pas regrouper. Ouais, voilà, on veut éviter qu'il y ait une équité pour tous. Merci. De rien. Et juste en parlant d'équité, je sais que je radote, je reviens toujours aux mêmes choses. Mais non, Nathalie, tu ne radotes pas. Pas du tout. Quand non, c'est bon, j'aime pas ça. Moi, je prends le micro pour chanter. Quand le revenu médian de... Tu peux le dire en chantant si tu veux. Quand le revenu médian de la commune est de 22 900 €, je trouve dommage qu'on ait 200 € pour la première tranche, parce que ça fait quand même beaucoup, quoi. Quand quelqu'un a un revenu de 2 000 € par mois, et s'il a 2 ados, ça fait beaucoup, presque un peu. Mais je sais, je dis toujours pareil. Mais non, Nathalie, on est complètement d'accord, et si seulement, si seulement. Après, tu vois le prix de revient du séjour qui est quand même, voilà, il y a un effort qui est fourni par la commune et on le fait volontiers et avec plaisir. Quand on gagne 4 500 €, on peut donner peut-être 10 € de plus. On paye des impôts. Mais 10 €, ça voudrait dire que je vais payer 190 € les autres. Est-ce que 10 € ça va changer la vie? C'est juste pour expliquer pourquoi, encore une fois, je ne suis pas d'accord pour voter un tarif de 200 €. Je trouve que c'est... Alors, d'accord, c'est pas cher, 7 jours, peut-être qu'on fait 3 jours, c'est 50 € 3 jours. 50 €, ça me paraît très raisonnable, même si on a un peu SMIC. 200 € c'est cher. Et c'est une vraie discrimination parce qu'il y a ceux qui ne pourront jamais sortir 7 jours. Mais ils sont aidés, ces gens-là. Tu sais quand même quand on les aide, il n'y a aucun problème pour venir au CCS. Après, tu me réponds à chaque fois que les personnes qui en ont vraiment besoin, elles n'iront pas. Voilà, tu vois comme quoi Comment on va faire? faire la même Mais discussion. non, mais comment faire? Mais moi avec plaisir, j'envoie les familles qui sont dans le besoin en séjour, mais volontiers. Mais tu comprends bien que si je ne les connais pas, comment on peut les aider? Mais parce que on peut les aider en faisant des tarifs qui font qu'ils ont besoin de demander rien à personne, qu'ils inscrivent leurs enfants. Ah oui, alors après tu vas tomber dans d'autres travers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir les personnes qui vont payer
beaucoup plus, parce que si je fais payer 50 € pour 7 jours, Non, mais des 3 jours, c'est personnes... bien, mais il y a qu'à faire payer 3 jours. Ah, tu veux que je fasse que des séjours de 3 jours? Que les séjours soient à des tarifs raisonnables et que tout le monde puisse se les payer. Oui, mais sauf qu'après, j'ai pas toutes les... Enfin, j'ai des familles qui demandent à partir beaucoup plus que 3 jours. Tu vois, alors après, tu réponds pas à la demande non plus. C'est peut-être un souci. Certainement. Juste, on peut préciser quand même que l'établissement des tarifs ne s'est pas fait par le seul bon vouloir de Béatrice Bonfillon. C'est le comité de pilotage, le comité technique voilà, qui a fait cette demande-là sur cette répartition des tranches parce qu'il trouvait ça plus équilibré. Je vous rappelle que dans le comité technique, il y a des parents d'élèves de toute la commune et toutes les classes sont rencontrées. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de faire un bilan postérieur justement de la fréquentation, de regarder si finalement, à travers ces tranches d'âge, les enfants qui participent, Mais je les enfants peux parmi les tranches de je peux vous le dire dès aujourd'hui, c'est la tranche numéro 2, la tranche numéro 3. les enfants qui participent. Oui, C'est ça. tout à fait. Et est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi la tranche 1 finalement il n'y a pas d'enfants? Bien sûr, je pose la question, Non, mais comment puis-je avoir la réponse? La question que pose Nathalie, c'est est-ce que c'est un problème budgétaire et que c'est ça qui est intéressant parce que finalement si c'est toujours les mêmes qu'on envoie au séjour, voilà. Je suis tout à fait d'accord, mais comment puis-je avoir la réponse sans être intrusive auprès des gens? Le truc, ce serait de demander à chaque personne pourquoi ils ne mettent pas leur enfant, mais alors à chaque personne qui a un revenu inférieur à 3 000 €. Non, mais c'est essayer d'utiliser aussi les fédérations de parents qui peuvent être des relais pour dire à un moment donné qu'est-ce qui fait que finalement cette tranche-là, elle n'est pas intéressante au sens de finalement il n'y a pas une famille dans cette tranche-là qui participe, donc savoir comprendre pourquoi. A contrario, est-ce qu'on n'aurait pas eu des remontées? Mais je suis d'accord avec l'idée de demander, moi il n'y a pas de souci, mais si les fédérations de parents effectivement ne nous font pas remonter l'information, il nous est difficile pour nous, municipalité, d'être aussi intrusif par rapport aux revenus, et vous savez que c'est un sujet tabou pour la plupart des Français, et je serais certainement pas à l'aise d'aller poser la question. Après, c'est une question à se poser, je suis d'accord. Mais je pense qu'on en... Il n'y a pas besoin des intrusifs pour demander aux gens pourquoi est-ce que vous envoyez votre enfant, est-ce que c'est un problème financier, est-ce que c'est un problème de... Mais à qui l'ensemble des familles, par exemple, lorsque vous faites des bilans sur la LSH, la haie, etc., ça fait partie de... Voilà. Sans forcément stigmatiser des familles. Ah non, je... C'est assez compliqué de répondre à cette question parce que les éléments de réponse que l'on va avoir sur l'ensemble des familles, il ne faut pas oublier que ces jours-là, vous l'avez vu, ça concerne 32 jeunes. Oui. Je n'ai pas la démographie en tête sur le nombre d'adolescents qu'on a sur la commune, mais ce n'est qu'un faible pourcentage de nos adolescents. Et j'aime à vous l'entendre dire. Oui, mais c'est toujours 32 jeunes. Mais toutes les familles n'ont pas. Toutes les familles n'ont pas cette envie, ce besoin. Parce que pour certains, c'est un mode de garde, pour d'autres, c'est une vraie volonté du jeune de faire ces séjours en eau. Et tous les jeunes n'ont pas soit l'envie, soit que ça corresponde à un moment où les parents en ont besoin, où ils ne sont pas en vacances, eux autrement, etc. Donc il y a tous ces paramètres-là aussi à prendre en considération et pas seulement l'aspect budgétaire. Alors après, les questions, il faut qu'elles soient ouvertes pour qu'on ait des vraies réponses, qu'on puisse faire des analyses et que ce ne soit pas uniquement biaisé et focalisé sur le revenu financier. Mais juste, tu dis qu'il n'y a pas de liste d'attente, c'est-à-dire que le besoin il correspond à 32? Alors il n'y a aucune liste d'attente. L'année dernière, il y a eu une seule personne, un seul enfant qui n'est pas parti en camp d'ado. Ils ont essayé au service enfance justement pour... parce que ça faisait pas. Mais bon, voilà, c'était pas possible au niveau juridique et au niveau de toutes les assurances. Mais ouais, il n'y a aucune liste d'attente sinon sur les séjours. Les séjours ados qui ont été faits au niveau de l'hiver, il n'y a pas eu de liste d'attente. Jean-Paul, Moi j'ai juste une petite question, Béatrice. Pourquoi la tarification pour les enfants domiciliés hors de la commune est aussi faible par rapport au prix de revient? Parce que là on est à 360 € hors commune et pour un prix de revient à 578. Voilà, c'est quoi, sa participation de la CAF? Oui, il y a la participation de la CAF, donc pour le coup, oui. Ceci dit, il n'y a pas d'enfants, je crois, hors commune. Il y en a eu un l'année dernière. Oui. Et c'était l'enfant
d'un employé communal de FUBO. S'il n'y a plus de questions, nous pouvons voter. Alors, qui est contre? Contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les mini-séjours de l'accueil de loisirs sans hébergement. Donc pareil, il est proposé pour l'été 2015 4 mini-séjours allant de 2 à 5 jours, totalisant 60 places pour les 3-12 ans. Il est donc prévu 5 jours et 4 nuits pour un groupe de 18 enfants en classe de CM1, CM2. Donc c'est pour une activité multisport et ce sera à Esparon de Verdon, en campagne.